Bien, on commence. Donc, vous avez vu lors des dernières séances le début de la systématisation avec les voies de la motricité volontaire. Et dans ces voies, on vous a parlé d'une part des voies cortico-spinales, donc qui vont du cortex vers la moelle et destinées notamment aux membres. Et on vous a parlé également des voies corticonucléaires. Ces voies corticonucléaires sont destinées donc au noyau des nerfs crâniens, dont on va voir aujourd'hui une partie d'entre eux, donc en étudiant leur systématisation. Vous savez qu'il y a 12 nerfs crâniens, donc je vous avais donné la liste précédemment, donc vous avez dû déjà apprendre un peu quels sont ces différents nerfs crâniens. On ne les reprend pas là directement dans l'ordre de l'énumération, puisque les premiers nerfs crâniens, le nerf olfactif, puis le nerf optique, le deuxième nerf crânien, ainsi que les nerfs oculomoteurs, vous seront traités ultérieurement à propos de l'ensemble des voies optiques. Donc on va voir aujourd'hui un certain nombre de nerfs crâniens, il y en a beaucoup, et vous verrez notamment pour les premiers que la systématisation est relativement complexe. Voici ici représentée donc la projection des noyaux des nerfs crâniens au niveau du plancher du quatrième ventricule. Vous voyez qu'il y a de nombreux noyaux et ce qui est important à comprendre et à retenir, c'est qu'un certain nombre de nerfs crâniens que nous allons étudier aujourd'hui vont véhiculer plusieurs types de voies nerveuses. Des voies motrices, des voies sensitives, des voies viscéromotrices et viscérosensitives. Et pour chacun de ces nerfs, il peut y avoir différents noyaux en fonction du type de voies qui vont être véhiculées. Et donc, ce qui est compliqué, c'est de bien comprendre qu'un nerf, c'est comme une grosse gaine électrique dans laquelle va circuler un certain nombre de voies avec des destinées différentes. Et donc, une fois que vous aurez appris cette systématisation, l'intérêt, c'est de comprendre devant un patient qui présente certains signes cliniques, quels sont les nerfs qui peuvent être en cause, et ensuite, en fonction du niveau de départ d'un certain nombre de branches de ce nerf, quel est le siège de l'atteinte neurologique de ce nerf, qu'il s'agisse d'une atteinte donc partielle ou totale du nerf. Alors, on ne va pas ici entrer pour l'instant dans tous les détails de la disposition de ces noyaux. Vous avez également ce dessin, donc qui est un dessin tout à fait classique, mais il sera sur le diaporama que je laisse ensuite à disposition, et également sur le document qui vous servira également de polycopier. Ce que l'on peut retenir d'emblée, c'est que sur la partie la plus interne, ici, nous avons la projection du 12e nerf crânien. C'est le dernier que l'on verra dans la liste que nous étudierons aujourd'hui. C'est le nerf hypoglosse, nerf moteur de la langue. Puis, plus bas, plus
en dehors, nous avons également un noyau moteur du nerf spinal. Au-dessus de lui, le noyau du 9 et du 10, appelé noyau ambigu, qui est également un noyau moteur. Mais nous voyons, en examinant cette liste, que plus en dehors, nous aurons également un noyau viscéromoteur du 10, du nerf vague, puis encore plus en dehors, un noyau sensitif du nerf vague, qui apparaît ici en violet, représenté en vert. Ici, c'est un noyau d'une sensibilité particulière, c'est le noyau gustatif, ou noyau du faisceau solitaire. On reverra un peu plus tard, là dans le cours, que la gustation, le goût, dépend de différents nerfs. Donc il y a un noyau unique au niveau du tronc cérébral, mais les fibres vont arriver par différents nerfs à ce noyau. Enfin, le noyau le plus externe, qui est représenté ici en gris, qui est le plus volumineux noyau au niveau du tronc cérébral, c'est le noyau du trijumeau, 5e nerf crânien, qui s'étale sur les 3 étages du tronc cérébral, en haut au niveau mésencéphalique, à la partie moyenne au niveau pontique et plus bas au niveau bulbaire du tronc cérébral. Eh bien, nous allons commencer donc par l'étude du nerf trijumeau, et je vais d'une part vous rappeler un petit peu du point de vue morphologique où se situe ce nerf et où il passe. Donc sachez que tout ce qui est écrit sur les diapositives, vous pouvez prendre des notes si vous voulez, mais vous les aurez directement. Donc vous verrez que sur des diapositives, il y a pas mal de textes. Ceci, justement, pour vous faciliter un peu la tâche, éviter d'avoir à tout réécrire, toutes les explications que je peux vous donner. Donc on vient de voir que ce noyau du trijumeau était le plus volumineux du tronc cérébral avec ses 3 parties, mésencéphalique, pontique et bulbaire. Puis, de ce noyau, nous avons une racine qui émerge du tronc cérébral, la racine du trijumeau, qui va naître à la partie antérolatérale du pont, étage moyen du tronc cérébral. Ensuite, cette racine nerveuse qui est volumineuse, qui fait environ 5 mm de diamètre, c'est le plus gros des nerfs crâniens, va traverser d'arrière en avant la partie supérieure d'une région de la fosse cérébrale postérieure que l'on appelle l'angle ponto-cérébelleux. Cet angle ponto-cérébelleux, c'est la région de la fosse cérébrale postérieure située entre, en avant et en dehors, le rocher et en dedans, le pont en avant et le cervelet en arrière. C'est une région qui contient du liquide cérébrospinal, c'est une citerne de l'espace sous-arachnoïdien. Puis cette racine va aboutir au ganglion de Gasser. Il s'agit d'un ganglion nerveux, ganglion relais. Ce ganglion est situé au niveau de la base du crâne, dans un dédoublement de la dure-mère, au niveau de la partie
tout à fait antéro-interne du rocher, que l'on appelle encore la pointe du rocher. Ce ganglion de Gasser est un ganglion relais de ce nerf trijumeau. De ce ganglion de Gasser vont partir 3 branches que l'on va dénommer 5.1, 5.2 et 5.3. Le 5.1, c'est le nerf ophtalmique, qu'il ne faut pas confondre avec le nerf optique. Ce nerf est un nerf sensitif. On va revoir tout à l'heure son territoire. Et non pas, c'est pas du tout le nerf de la vision. La deuxième branche, 5.2, c'est le nerf maxillaire, qui est également sensitif. Et le troisième, le 5.3, c'est le nerf mandibulaire, qui est à la fois sensitif et moteur. Le nerf trijumeau, c'est le grand nerf sensitif de la face, du massif facial. Voici représentés donc sur ce dessin les territoires cutanés des différentes branches de ce nerf. Donc voyez le territoire du 5.1 qui se situe au-dessus de l'œil et qui va jusqu'au vertex, c'est-à-dire au sommet du crâne, ce qu'on appelle le vertex, V-R-T-E-X. Mais son territoire comprend également l'arête nasale. Le territoire cutané du nerf maxillaire, le 5.2, va du plan oculaire au plan buccal, lèvres supérieures comprises. Et le territoire cutané du 5.3 est situé en dessous du plan buccal. Il va jusqu'à la partie supérieure du cou. Il va remonter latéralement sur la joue pour rejoindre également le sommet du crâne, en passant juste en avant de l'oreille, du pavillon auriculaire. Mais ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que là, sur ce dessin, il s'agit de territoire cutané, mais ce nerf trijumeau donne également une innervation plus profonde, notamment au niveau de l'œil, au niveau de la muqueuse conjonctivale, donc vous savez qu'elle est extrêmement sensible. Si vous avez une poussière qui arrive dans l'œil, ben vous le sentez immédiatement. Ce nerf trijumeau, et notamment la branche maxillaire, va contribuer à l'innervation de la muqueuse nasale et de la muqueuse des sinus. De même, il va concerner la muqueuse jugale et la muqueuse linguale, ça pour le nerf mandibulaire ou 5.3. Le nerf mandibulaire ou 5.3, je vous l'ai dit, est également un nerf moteur. Ce nerf moteur va innerver les muscles masticateurs dont je vous ai parlé lors des premiers cours. Il s'agit de chaque côté, donc du muscle temporal, du masséter et des 2 muscles ptérygoïdiens, donc latéral et médial. Et puis, ce nerf mandibulaire, il est également moteur pour le muscle tenseur du voile du palais, ou du palais mou, c'est la même chose. Et il est aussi moteur pour le muscle tenseur du tympan. Alors, voyons
maintenant le trajet de ces différents nerfs. Donc pour comprendre ce trajet, il faut que vous ayez déjà un peu intégré l'anatomie du massif facial que l'on a vu précédemment. Donc le nerf ophtalmique, c'est un nerf donc sensitif. Alors, je vous représente ici son trajet à partir du ganglion de Gasser. On pourrait aussi, tout aussi logiquement, étudier son trajet dans le sens inverse, puisque c'est un nerf sensitif. Il va naître en périphérie, il va se diriger ensuite vers la partie centrale. Peu importe, le tout est de savoir à quel niveau il passe exactement. Donc, à partir du ganglion de Gasser, ce nerf ophtalmique, ou 5-1, va naître de la partie médiale du ganglion de Gasser. Puis, il se dirige en avant et il va passer dans la paroi latérale de la loge caverneuse. Cette loge caverneuse, c'est une cavité située juste en dehors de la loge hypophysaire. Cette loge caverneuse est un sinus veineux, donc dans lequel confluent des veines. Et au sein de ce sinus veineux passe également la terminaison de l'artère carotide interne, intracrânienne, que l'on appelle encore le siphon carotidien. Donc, le nerf ophtalmique passe dans la partie latérale de cette loge, dans la paroi. Puis, il va pénétrer dans l'orbite en passant par la fissure orbitaire supérieure. Il va cheminer dans l'orbite, où il va donner des branches pour le contenu orbitaire. Et il va émerger de l'orbite à la partie supérieure, où il va ensuite se diriger vers le front. Au niveau de la partie supérieure de l'orbite, il fait une petite empreinte, ici, à environ 1 cm de la partie la plus interne de l'orbite, et c'est une petite échancrure qu'on a vue notamment lorsqu'on a parlé de l'anatomie du massif facial. Cette échancrure, elle peut également parfois être palpée si elle est relativement marquée. Ensuite, ce nerf donc va se distribuer au niveau du front et au niveau de la peau du cuir chevelu. Le nerf maxillaire, ce nerf maxillaire ou 5-2, il émerge de la partie moyenne du ganglion de Gasser. Il va se diriger en bas et en avant et sort du crâne par le foramen rond. Puis, il va traverser la région ptérygopalatine, dont je vous ai également parlé précédemment. Il va ensuite passer en dessous de l'orbite, donc dans le canal suborbitaire. Ce canal suborbitaire est donc situé à la partie inférieure de l'orbite, dans le plancher de l'orbite. Ce plancher de l'orbite, je vous rappelle, il est également le plafond du sinus maxillaire. Et en passant dans ce canal, il va à ce moment-là prendre le nom de nerf suborbitaire. Ce canal suborbitaire se termine en avant, environ 1 cm en dessous du rebord orbitaire inférieur. C'est le foramen suborbitaire.
Ce nerf maxillaire donne des branches cutanées, donc on l'a vu, pour la sensibilité de la lèvre supérieure et de la partie interne de la joue, jusqu'à la paupière inférieure comprise. Il va donner également des branches sensitives pour les dents supérieures, de même qu'il va donner des branches sensitives pour la muqueuse de la fosse nasale et des sinus maxillaires et ethmoïdales. Le 5-3, le nerf mandibulaire. Sa racine émerge de la partie latérale du ganglion de Gasser. Elle descend verticalement, sort par le foramen ovale et va donc pénétrer dans la région infratemporale. Elle va donner deux branches sensitives terminales, le nerf lingual, qui n'est pas le nerf du goût proprement dit, c'est un nerf sensitif qui vous donne la sensibilité tactile de la langue, et le nerf alvéolaire inférieur, qui va pénétrer dans un canal de la mandibule pour donner l'innervation des dents et également pour donner l'innervation de la peau, de la joue et du menton. Sa racine motrice passe par le ganglion de Gasser, sort du crâne par le foramen ovale, puis dans la région infratemporale et se divise en différentes branches pour les nerfs masticateurs et les deux nerfs autres, tenseurs du voile et tenseurs du tympan, qu'on a vu. Ce nerf mandibulaire a également une branche collatérale, le nerf auriculotemporal, qui va véhiculer la sensibilité viscéromotrice pour la glande salivaire parotide. Maintenant que je vous ai parlé du trajet de ces voies, on va aborder la systématisation de ces voies, c'est-à-dire le trajet des différentes fibres. On va d'abord voir les voies sensitives et le premier neurone, le protoneurone. Ce protoneurone sensitif, donc, naît de la périphérie au niveau cutané ou muqueux, ce qu'on vient de voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque branche du trijumeau, 5.1, 5.2, 5.3, comporte des différents types de protoneurones destinés aux 3 étages du tronc cérébral, aux différents niveaux du noyau du trijumeau dans le tronc cérébral. Les dendrites, donc, de ces axones, suivent le trajet du 5.1, 5.2, 5.3 jusqu'au niveau du ganglion de Gasser, donc de la périphérie jusqu'au ganglion. Là, chacun de ces protoneurones a son corps cellulaire, et du ganglion de Gasser, nous avons, pour chacun de ces axones, pour chacun de ces corps cellulaires, un axone qui part vers les étages du noyau du trijumeau. Je vous ai dit que ce trijumeau avait 3 étages, ce noyau du trijumeau avait 3 étages. Le noyau mésencéphalique est proprioceptif. Le noyau pontique reçoit la sensibilité extéroceptive et le noyau bulbaire reçoit la sensibilité nociceptive.
on vous a déjà parlé des différents types de sensibilité. Voici donc le ganglion de Gasser avec ses différentes branches. Donc chaque branche a des protoneurones proprioceptifs, extéroceptifs, nociceptifs, qui ont leur corps cellulaire dans le ganglion de Gasser et qui donnent des axones qui vont donc vers les différents noyaux. Puis, à ce niveau, il y aura synapse avec un deutoneurone, deuxième neurone. Ce deutoneurone, pour les voies extéroceptives et nociceptives, va croiser la ligne médiane. Donc, dans les noyaux, il y a synapse avec des deutoneurones. Les deutoneurones du noyau mésencéphalique proprioceptif rejoignent le noyau moteur du trijumeau, où ils font synapse, avec un motoneurone qui va partir dans la branche motrice du trijumeau et qui passera donc par le 5-3. Le deutoneurone du noyau pontique, qui transmet la sensibilité épicritique, la sensibilité fine, d'écus, c'est-à-dire traverse la ligne médiane, et remonte dans le tractus lemniscal jusqu'au thalamus, où ils viennent se terminer au niveau du noyau latéro-ventral postérieur du thalamus. Quant aux deutoneurones du noyau bulbaire, nociceptif, donc qui concerne les voies de la douleur, elles traversent également la ligne médiane, ils traversent et rejoignent le tractus spinothalamique et vont se terminer dans le noyau latéro-ventral postérieur du thalamus. Puis, à partir du thalamus, on a un troisième neurone, le neurone thalamocortical, qui vont former ce que l'on appelle les radiations sensitives, qui passent dans la partie, qui passent en arrière donc de la capsule interne et vont se terminer dans l'aire sensitive du cortex pariétal. Revenons à la voie motrice du trijumeau. Le motoneurone, donc on l'a vu, naît au niveau du noyau moteur du 5, qui est situé dans le pont. Puis, il sort du tronc à la face antéro-latérale du pont, juste en dedans de la racine sensitive, la grosse racine sensitive du trijumeau. Dès ce niveau-là, il est individualisé. Cette racine motrice va suivre la racine sensitive jusqu'au ganglion de Gasser, mais les voies motrices passent dans le ganglion de Gasser sans donner de relais. Il va suivre à ce moment-là le trajet du 5-3, nerf mandibulaire, et sort du crâne par le foramen ovale, où il va donner donc ses branches motrices pour les muscles masticateurs et les deux muscles tenseurs du voile et du tympan. Donc, on revient sur la voie motrice. Voici ici le noyau sensitif du 5, le noyau moteur. Donc, le relais entre le tractus mésencéphalique et le noyau moteur, c'est fait par le deutoneurone sensitif. Puis là, le neurone moteur
sort du tronc, passe dans le ganglion de Gasser et va suivre le trajet du 5-3. Voilà donc pour la systématisation du 5e nerf crânien, le nerf trijumeau. Et vous reverrez dans très peu de temps, je ne sais plus, c'est même peut-être un petit peu plus tard dans la matinée ou demain, je ne sais plus, donc la sémiologie liée à ces différents nerfs. Voyons maintenant également le nerf facial. Lui aussi, ce nerf facial, c'est relativement compliqué, d'autant que je dois vous traiter ce nerf facial avant d'avoir traité en détail la morphologie du rocher de l'oreille interne, alors que les systèmes sont assez liés. Donc le nerf facial, son origine apparente. Le nerf facial, c'est le 7e nerf crânien, il est accompagné du nerf intermédiaire qui est le 7 bis. Ils vont émerger du tronc cérébral au niveau du sillon bulbo-protubérantiel ou bulbo-pontique. C'est la même chose. Puis, ils vont traverser de dedans en dehors l'angle ponto-cérébelleux. Ils vont ensuite pénétrer dans le conduit ou méa acoustique interne jusqu'à son extrémité latérale. À ce niveau, les deux nerfs fusionnent ensemble, donc ne peuvent plus être distingués macroscopiquement. Et ils vont passer ensuite dans un canal osseux creusé à l'intérieur du rocher, que l'on appelle le canal facial, qui était autrefois appelé le canal de Fallope. Je vous le signale, si vous voyez des ouvrages un peu anciens, vous verrez également cette dénomination. Ce canal facial comporte 3 parties. Labyrinthique, qui passe juste au-dessus de l'oreille interne. Une deuxième partie tympanique, qui passe sur la face profonde de la caisse du tympan. Et une troisième portion qui descend dans la mastoïde avant d'émerger au niveau du foramen stylomastoïdien. Donc les 3 portions du nerf facial, portion labyrinthique, se dirigent en avant et en dehors jusqu'au niveau du ganglion géniculé, qui est un ganglion relais sur ce nerf facial, qui est situé juste au-dessus de la cochlée. La cochlée, c'est la partie auditive de l'oreille interne. Puis deuxième portion sur la face interne de la caisse du tympan, ce que je vous ai dit. Et enfin, troisième portion, la portion mastoïdienne, qui descend en arrière du conduit auditif externe dans la mastoïde et qui va émerger au niveau du foramen stylomastoïdien. Et nous retrouvons ce nerf ici, sortant du foramen stylomastoïdien et pénétrant dans la loge parotidienne, c'est un dessin que je vous ai déjà montré, où ce nerf facial va se diviser en 2 branches, une branche supérieure ou temporale, une branche inférieure ou cervicale. Et donc, à ce niveau, le nerf passe entre les 2 lobes de la parotide. Et chacune de ces branches va se subdiviser en de multiples collatérales qui sont destinées aux muscles superficiels du visage qui vont permettre la fermeture de l'œil et toute la mimique du visage. Alors, là où ça se complique, c'est que ce nerf facial a différents types de branches collatérales.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les schémas de systématisation, ces schémas de systématisation sont des schémas simplifiés par rapport à l'anatomie réelle pour bien figurer et vous faire comprendre les trajets de ces différentes branches. Donc, on va revoir ça progressivement, étape par étape. Voici ici sur ce dessin une coupe du tronc cérébral. On est pratiquement à la jonction entre le bulbe et le pont. Voici la partie postérieure du tronc cérébral avec le plancher du quatrième ventricule. Ici, voici la face antérieure du tronc cérébral au niveau du pont. Vous avez différents types de noyaux qui vont entrer dans la constitution des différents types de fibres du nerf facial. Puis, nous voyons émerger le nerf facial, le 7, accompagné du 7 bis, ici au niveau du sillon bulbo-protubérantiel. Il traverse l'angle ponto-cérébelleux et le conduit auditif interne, qui ne sont pas du tout représentés morphologiquement comme ils devraient l'être. Puis, ce nerf facial associé au 7 bis pénètre dans le canal facial. Là aussi, ce trajet est morphologiquement assez compliqué, avec deux angulations différentes qui ne sont pas du tout représentées. Ce qu'on représente par contre sur le dessin, ici, ce sont les branches qui vont émerger de ce nerf facial. Premier type de branche, naissant au niveau du ganglion géniculé, situé à la jonction entre la portion labyrinthique et la portion tympanique, c'est le nerf pétreux supérieur. Puis, deuxième type de branche, le nerf stapédien qui est destiné aux muscles tenseurs de l'étrier, du stapes, un des osselets de l'oreille moyenne. Troisième branche, la corde du tympan. La corde du tympan, elle prend ce nom parce qu'elle va passer dans la caisse du tympan, au contact du tympan. Cette corde du tympan, on va le revoir, c'est le nerf du goût de la partie antérieure de la langue, et c'est le nerf également qui va véhiculer les fibres viscéromotrices pour des glandes salivaires sous-maxillaires et sublinguales. Enfin, vous avez un rameau sensitif qui va sortir pour se diriger vers la partie centrale du pavillon auriculaire et le conduit auditif externe. Donc ce nerf facial, c'est un nerf essentiellement moteur pour la face, mais il a également des fibres viscéromotrices, des fibres sensorielles et des fibres sensitives. Voici donc ce dessin un peu plus agrandi. Vous voyez déjà qu'il y a, par exemple, à partir du nerf pétreux superficiel, que l'on va revoir, des connexions qui vont se faire vers le globe oculaire, et notamment vers la glande lacrymale. De même, il y a des connexions vers la muqueuse de la fosse nasale qui est schématisée ici par cette coupe des fosses nasales. Et vous voyez également
qu'on retrouve ce que je vous ai décrit tout à l'heure, le ganglion de Gasser ou ganglion semi-lunaire, avec ses 3 branches, 5,1, 5,2, 5,3, et qu'il existe des connexions entre ces différentes branches, donc que l'on va revoir progressivement en détail. Alors, il y a beaucoup de textes, mais comme je vous l'ai dit, c'est peut-être un petit peu fastidieux, mais tout ce texte, ce n'est pas la peine forcément de tout réécrire. Vous l'avez sur les documents que je vous laisse à disposition, mais ça, on reprend étape par étape ce qui se passe. Donc, les fibres motrices du nerf facial, elles naissent du noyau du nerf facial dans le tronc cérébral. C'est dans la partie relativement interne du plancher du 4e ventricule. Ces fibres, à l'intérieur du tronc cérébral, vont contourner le noyau du 6, c'est-à-dire du nerf abducens. Puis, elles vont sortir du tronc cérébral au niveau du sillon bulbo-protubérantiel. Elles vont traverser l'angle ponto-cérébelleux, puis le conduit auditif interne ou méacoustique interne, et passer dans le canal facial. Ensuite, on l'a vu, il passe entre les 2 lobes parotidiens et il va se diviser en ses nombreuses branches motrices. Donc, les fibres motrices vont également donner une branche collatérale dont j'ai parlé tout à l'heure, le nerf du muscle stapédien, du muscle de l'étrier. Tout ceci paraît fastidieux, mais ça a une importance sémiologique pour comprendre ce qui se passe quand un patient présente une paralysie faciale. Et selon les atteintes globales ou partielles de l'innervation du nerf facial, on va pouvoir déterminer le niveau de la lésion en cause et donc orienter ses recherches. Donc, le noyau moteur du nerf facial, le neurone contourne le noyau du 6, puis se dirige vers le sillon bulbo-protubérantiel, traverse l'angle ponto-cérébelleux, le méacoustique interne et passe dans le canal facial jusqu'au niveau du foramen stylomastoïdien. Il donne une collatérale motrice pour le nerf stapédien. Voyons maintenant les fibres viscéromotrices de ce nerf facial. Ces fibres viscéromotrices sont destinées d'une part à la glande lacrymale et à la muqueuse nasale, et d'autre part sont destinées également aux glandes salivaires, submandibulaires et sublinguales. Donc, pour la glande lacrymale et la muqueuse nasale, ce neurone viscéromoteur naît dans le noyau lacrymo-muconasal du tronc, puis va suivre le trajet du nerf facial jusqu'au ganglion géniculé, situé à la jonction entre la première et deuxième portion du canal facial. Là, ce neurone viscéromoteur va passer dans le nerf pétreux superficiel et va se terminer dans le ganglion ptérygopalatin ou sphénopalatin. Là, l'ancien nom était sphénopalatin, on l'appelle maintenant ptérygopalatin. Là, il va faire
synapse avec un neurone périphérique qui va partir par l'anse lacrymale vers la glande lacrymale et un deuxième neurone qui part vers la muqueuse nasale. Conclusion déjà intéressante. Un patient, par exemple, qui a une paralysie faciale, va avoir des difficultés ou une impossibilité pour fermer son œil. Et vous voyez de plus que selon le niveau d'atteinte, si le niveau d'atteinte est au-dessus, il va également avoir une sécheresse oculaire, puisque la glande lacrymale ne sera plus innervée. Par contre, si l'atteinte est située plus bas, il conservera la sécrétion lacrymale, ce qui est un élément favorable pour la protection de l'œil. Les fibres viscéromotrices destinées aux glandes salivaires, submandibulaires et sublinguales. Le neurone naît dans le noyau salivaire supérieur. Puis ensuite, ce neurone va suivre le trajet du tronc du nerf facial jusque au niveau de la corde du tympan. Ces fibres viscéromotrices vont alors passer dans la corde du tympan, puis elles vont venir rejoindre le nerf lingual qu'elles vont emprunter. Elles vont s'associer au nerf lingual, branche du 5-3, sur une petite partie du trajet, avant d'aboutir au un ganglion nerveux submandibulaire où ce premier neurone va faire synapse avec un deuxième neurone qui se termine soit dans la glande submandibulaire, soit dans la glande sublinguale. Enfin, je vous ai dit, ce n'est pas tout à fait la fin d'ailleurs, je vous ai dit que ce nerf avait également des fibres sensorielles. Ces fibres sensorielles sont les fibres gustatives des 2 tiers antérieurs de la langue, qui permettent de percevoir les goûts sucrés, salés, acides et amers. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour beaucoup de ce que l'on pense être le goût, en fait, c'est une sensation sous la dépendance de l'olfaction. Par exemple, si vous buvez un bon vin, etc., ou autre produit, eh bien, vous allez apprécier toute la finesse des saveurs. En fait, c'est pour beaucoup sous la dépendance de l'olfaction. Il n'y a qu'à voir ce que ça donne quand on est bien enrhumé. Eh bien, le goût, alors que la langue n'est pas du tout atteinte, le goût semble très altéré. Ce protoneurone, donc, il va naître dans les papilles gustatives des 2 tiers antérieurs de la langue, en avant du V lingual. Puis, ce protoneurone va passer transitoirement dans le nerf lingual et va rejoindre la corde du tympan, puis rejoint le trajet du tronc du nerf facial, et ce protoneurone, donc ça c'est les dendrites, vont avoir leur corps cellulaire dans le ganglion géniculé, et de là, l'axone va passer dans le 7 bis pour rejoindre le noyau du faisceau solitaire, qui est le noyau gustatif au niveau du tronc cérébral. Donc, quand on a
une paralysie faciale dont le siège est relativement haut, hein, à l'intérieur du rocher, eh bien, on va avoir des troubles du goût sur une moitié de la langue que l'on peut également étudier chez le patient, et c'est ce que vous reverrez un peu plus tard là, en sémiologie. Enfin, il y a des fibres sensitives. Alors ces fibres sensitives, dans les bouquins, elle est souvent oubliée. D'ailleurs, sur ce dessin, c'est moi qui l'ai rajouté de manière manuscrite, mais elle est importante. Pourquoi? Voyons d'abord cette zone sensitive que l'on appelle la zone de Ramsay-Hunt concerne le conduit auditif externe ou méacoustique externe et la conque. La conque, c'est cette partie creuse, large du pavillon auriculaire. Puis, le protoneurone rejoint le tronc du nerf facial à la partie inférieure de la portion mastoïdienne. Puis le dendrite va remonter jusqu'au ganglion géniculé, où il a son corps cellulaire. Et l'axone va ensuite suivre le 7 bis et va se terminer en fait dans le noyau sensitif dorsal du nerf vague. Donc, il rejoint le noyau du 10e nerf crânien. C'est un trajet d'emprunt le long du nerf facial. Alors vous allez me dire, si on a une anesthésie de la région du pavillon, ça n'a pas une grosse importance dans la vie courante. Et ça a une importance sémiologique parce que vous apprendrez que dans une maladie virale que l'on appelle le zona, il existe des vésicules qui apparaissent dans le territoire cutané du nerf. Ces zonas peuvent donc se localiser au nerf facial, entraînant une paralysie faciale, qui est une paralysie grave, et la mise en évidence d'une ou quelques vésicules dans cette région de la conque permet d'emblée, en quelques secondes, d'affirmer le diagnostic de paralysie faciale due à un zona, ou paralysie faciale zostérienne, et donc d'orienter le traitement en fonction de ça. Donc tout ça a quand même une importance clinique. On va voir maintenant le nerf glossopharyngien. Le nerf glossopharyngien, alors pour les nerfs qui viennent maintenant, rassurez-vous, ça devient un peu plus simple que pour les deux nerfs précédents. Le nerf glossopharyngien, 9e nerf crânien, donc morphologiquement, son origine apparente se fait au niveau du tronc cérébral, au niveau du bulbe, par des radicelles qui sortent du sillon collatéral postérieur du bulbe, ou médula, ou moelle allongée, ou médula oblongata. Peu importe le nom, signifie la même chose. Donc ici, voici à nouveau une coupe du tronc cérébral, l'arrière, l'avant, le plancher du 4e ventricule, ici la partie antérieure du bulbe, avec ici la pyramide bulbaire dans laquelle passe la voie corticospinale. Donc nous voyons l'émergence apparente de ce nerf glossopharyngien à la partie latérale du bulbe. Puis ce nerf traverse de dedans en dehors la partie inférieure de l'angle ponto-cérébelleux et ce nerf va sortir du crâne
par le foramen jugulaire. Foramen jugulaire, c'est un orifice de la base du crâne, je vous le rappelle, qui comporte une portion large par laquelle se termine le sinus sigmoïde, sinus veineux sigmoïde, qui va donner naissance à la veine jugulaire interne. Donc, dans ce foramen jugulaire passe l'origine de la veine jugulaire interne. Ça, c'est dans la partie large de cet orifice. Puis, il y a une partie étroite, un petit peu plus en avant, dans laquelle passent le 9, le 10 et le 11. Au niveau du foramen jugulaire, on a également les ganglions pétreux de ce nerf. Ensuite, ce nerf glossopharyngien descend dans l'espace rétrostylien, dont je vous ai parlé il y a une quinzaine de jours. En avant, il descend en avant de la carotide interne et la veine jugulaire interne. Puis il se dirige ensuite encore plus en avant. Il va traverser l'espace para-amygdalien et il va se terminer dans la base de la langue et au niveau des papilles qui dessinent le V lingual. Donc, ce V lingual, il est situé ici à la jonction entre la partie horizontale et la partie verticale de la langue. Le nerf glossopharyngien va donner des branches collatérales. D'une part, le nerf tympanique, qui naît sous le rocher et qui va, donc son origine, c'est pratiquement au niveau du foramen jugulaire. Cette branche collatérale va cheminer en dehors à la face inférieure du rocher, puis va pénétrer dans la caisse du tympan, dans l'oreille moyenne, et cette branche va donner des collatérales pour la muqueuse de la caisse du tympan, ce nerf tympanique va ensuite se prolonger jusqu'au niveau du ganglion otique. Alors voici ce nerf tympanique qui passe ici, on a représenté schématiquement la caisse du tympan, puis il va se diriger jusqu'au niveau du ganglion otique qui est situé sur le trajet du 5-3 de la branche mandibulaire du nerf trijumeau. Le glossopharyngien donne aussi une autre collatérale destinée au sinus carotidien, le barorécepteur qui existe au niveau du bulbe carotidien, dont je vous ai expliqué que la compression peut entraîner un ralentissement cardiaque. Le nerf glossopharyngien, donc on va voir maintenant sa systématisation. Il comporte des fibres motrices, des fibres viscéromotrices, sensitives et sensorielles. Les fibres motrices du 9, du trijumeau. À ce sujet, je vous signale que si vous avez une question qui porte sur des nerfs crâniens à l'examen, avant d'utiliser des abréviations, comme toujours quand vous rédigez une copie, vous mettez d'abord le nom intégral,
entre parenthèses l'abréviation que vous pouvez utiliser ensuite. Mais si vous mettez uniquement l'abréviation, ça vous est défavorable. Alors, les fibres motrices. Le motoneurone naît du noyau ambigu qui est un noyau donc moteur dans le tronc cérébral. C'est un noyau qui est commun au 9 et au 10. Ensuite, ce motoneurone va suivre le trajet du 9 et va se terminer dans les muscles pharyngiens. C'est lui qui va commander la motricité des muscles constricteurs du pharynx et il a donc une importance dans la déglutition puisque c'est lui qui va permettre la propulsion du bol alimentaire vers le bas. Voyons maintenant les fibres viscéromotrices. Le neurone viscéromoteur naît du noyau salivaire supérieur, donc à la partie pontique du tronc cérébral. On avait parlé tout à l'heure, avec le nerf facial, du noyau salivaire inférieur, qui était destiné donc aux glandes submandibulaires et sublinguales. Là, c'est le noyau salivaire supérieur. Ce neurone va suivre le trajet donc, du 9, mais après la sortie du crâne par le foramen jugulaire, donc il va passer dans le nerf tympanique qui traverse l'oreille moyenne, la caisse du tympan, donc il pénètre dans la partie inférieure que l'on appelle l'hypotympanum, et il va remonter sur la face interne de la caisse du tympan. Ensuite, ce nerf se termine dans le ganglion otique qui dépend donc du nerf mandibulaire, ou 5-3. À ce niveau, ce premier neurone, ce protoneurone, fait synapse avec un neurone périphérique qui va passer dans le nerf auriculo-temporal, qui morphologiquement semble être une branche collatérale du 5-3. Ce nerf auriculo-temporal va se terminer dans la glande parotide, à laquelle il va donner son innervation sécrétrice. Non, pas de sifflet comme ça, s'il vous plaît. Donc, revoyons le trajet de ces fibres viscéromotrices. Donc, à partir, et là, à partir du noyau salivaire, nous avons les fibres qui sortent par le nerf tympanique, qui passent dans la caisse du tympan, qui rejoignent le ganglion otique, qui dépend du 5-3. Ce protoneurone faisant relais avec un deuxième neurone, passant par le nerf auriculo-temporal pour rejoindre la glande parotide. Le nerf glossopharyngien
est également donc sensitif, d'une part, à partir de barorécepteurs situés dans le sinus carotidien, au niveau de la bifurcation carotidienne. On a des neurones sensitifs qui vont remonter dans le tronc du nerf glossopharyngien. Ces fibres sensitives vont avoir leur corps cellulaire dans les ganglions pétreux, dont les anciens noms étaient Anders et Ehrenritter. Ne retenez que la notion de ganglion pétreux. Et de là, nous avons des axones qui en repartent et qui vont se terminer dans le noyau sensitif dorsal. Et puis, ce nerf glossopharyngien a également un contingent sensoriel qui est plus limité. Donc, il ne concerne que les papilles gustatives qui dessinent le V lingual, donc à la jonction entre partie horizontale et partie verticale de la langue. Ces neurones vont suivre donc le trajet du nerf. Ils ont leur corps cellulaire dans les ganglions pétreux et ils vont se terminer dans le noyau du faisceau solitaire, qui est représenté en vert, qui est le noyau gustatif du tronc. C'est le noyau commun aux 7 que l'on a vu tout à l'heure. Alors, le contingent gustatif du nerf, c'est très limité, parce que les papilles gustatives sont très limitées, c'est uniquement sur le V lingual. La sensibilité gustative de la langue, pour l'immense majorité, dépend du 7. Voyons maintenant le nerf vague. Vous êtes si fatigué que ça, après 1 heure de travail le matin? Il faut choisir autre chose. Terrible ça. Bon, le problème c'est que si on s'arrête, toute l'histoire de l'enregistrement du film, etc., il y a une grosse césure. Vous n'arrivez pas à tenir plus d'1 heure. Bon, c'est terrible. Bon, arrêtez-vous si vous voulez. Après l'enregistrement, par contre, je ne sais pas ce qu'il donnera. Voilà, on continue. Le nerf vague. Le nerf vague, 10e nerf crânien. Le nerf vague, 10e nerf crânien, est un nerf mixte, sensitif et moteur. La puberté se termine un peu tard, là, j'ai l'impression. Bien. Donc, morphologiquement, le 10e nerf crânien, nerf vague, a une origine apparente au niveau du bulbe. Il va naître également par différentes petites radicelles qui sont étagées de haut en bas dans le sillon collatéral postérieur du bulbe, donc juste en dessous de l'origine de la racine du nerf. Des radicelles, c'est des petites racines. Et quand vous aurez les travaux pratiques, les dissections, vous aurez l'occasion de voir, quand on vous montrera donc l'encéphale, qu'au niveau du bulbe, on a non pas un gros tronc d'emblée qui émerge du tronc cérébral, comme par exemple pour le tronc du 5
ou le tronc du 7, mais des petites radicelles, des petites racines qui vont ensuite fusionner quelques millimètres plus loin pour former le tronc du nerf. Donc, il va traverser de dedans en dehors la partie inférieure de l'angle ponto-cérébelleux et, comme pour le 9, il va sortir du crâne par la portion étroite du foramen jugulaire. Au niveau de cet orifice du foramen jugulaire, il va également présenter 2 ganglions nerveux, le ganglion jugulaire et le ganglion plexiforme, qui est un peu plus bas situé. Ensuite, ce 10e nerf crânien, le nerf vague, ou encore appelé le nerf pneumogastrique, c'est la même chose, descend dans l'espace rétrostylien. Donc ça, on en a parlé il y a une quinzaine de jours, on l'a vu. Puis ensuite, il est à ce niveau situé juste en arrière des 2 gros vaisseaux, carotide interne et jugulaire interne. Il est dans l'angle dièdre postérieur que forment ces 2 gros vaisseaux. Puis, il descend dans la région sternocléidomastoïdienne, jusqu'à la base du cou. Il va ensuite croiser l'artère subclavière en avant, puis il va descendre dans le médiastin au niveau de l'angle entre le bord postérolatéral de la trachée et la face antérolatérale de l'ésophage. Le nerf vague droit, à la partie inférieure du médiastin, va passer en arrière de l'ésophage. Il va traverser le diaphragme et il va former le plexus gastrique postérieur. Le nerf vague gauche descend en avant de l'ésophage et forme le plexus gastrique antérieur. Ces branches collatérales, le nerf vague, 10e nerf crânien, a des branches méningées, donc qui vont innerver la méninge, notamment au niveau de la fosse postérieure. Il a également des branches pharyngiennes, carotidiennes et laryngées. Notamment le nerf laryngé supérieur des 2 côtés, qui est un nerf sensitif, essentiellement sensitif pour le larynx. Puis, et là il y a une différence entre la droite et la gauche, comme autre branche collatérale, il donne les nerfs laryngés inférieurs, encore appelés nerfs récurrents. Le nerf laryngé inférieur, à droite, naît à hauteur de l'artère subclavière, donc relativement haut dans l'espace subclavier, et se dirige en dedans pour rejoindre le larynx. À gauche, ce trajet est tout à fait différent, puisque l'émergence de ce nerf laryngé inférieur est beaucoup plus basse au niveau du médiastin, à hauteur de C4, c'est-à-dire à hauteur de la crosse de l'aorte. Ce nerf laryngé inférieur ou nerf récurrent naît en passant en dessous de la crosse de l'aorte.
il remonte ensuite dans le médiastin pour le long donc, du bord postérolatéral de la trachée. Et il va rejoindre le larynx où donc, ces nerfs laryngés inférieurs sont les nerfs moteurs de la plus grande partie des muscles intrinsèques, c'est-à-dire internes, du larynx, notamment des cordes vocales. Alors, cette systématisation ici est relativement complexe. Voici le niveau du tronc cérébral avec noyau moteur dorsal, un noyau gustatif et un noyau sensitif qui est partagé avec les autres nerfs. Et puis également une participation sensorielle, on va le revoir. Donc, ce nerf 10 sort du crâne par le foramen jugulaire. Il a ses ganglions nerveux au niveau du foramen jugulaire et juste en dessous, ganglions supérieurs et inférieurs. Et il va donner donc un certain nombre de rameaux, notamment vers les muscles du pharynx et également vers les muscles du larynx. Voyons donc la systématisation de ces fibres du 10. Là encore, nous avons des fibres motrices, viscéromotrices, sensitives et sensorielles. Les fibres motrices, elles naissent du noyau ambigu au niveau du tronc cérébral et sont destinées aux muscles pharyngés et laryngés. Donc, d'où l'importance de ce nerf vague également dans les processus de déglutition. Les fibres viscéromotrices naissent du noyau cardio-pneumo-entérique au niveau du tronc cérébral et sont donc destinées aux viscères, c'est-à-dire au cœur, aux bronches et aux tubes digestifs. À ce sujet, ceci vous permet déjà de comprendre pourquoi un patient qui va avoir pour une raison X une tétraplégie, c'est-à-dire une section de la moelle au niveau haut, au niveau cervical, va continuer à avoir une activité respiratoire, une activité cardiaque, une activité digestive, parce que cette motricité viscérale va suivre le trajet du nerf vague qui est sorti du névrax au-dessus et en dehors de la zone de lésion. Les fibres sensitives. Les protoneurones naissent du larynx et de la partie inférieure du pharynx, remontent par le nerf laryngé supérieur et vont rejoindre ensuite donc le tronc du nerf vague. Le corps cellulaire de ce protoneurone est situé
dans le ganglion jugulaire. 2, voici schématisé ces corps cellulaires, hein, ce sont des cellules en T, comme au niveau de la sensibilité médulaire, et l'axone va remonter et aboutir au noyau sensitif dorsal du 10. Les fibres sensorielles, là aussi, sont pas très importantes. Les fibres gustatives proviennent en effet de la base de la langue. Les cellules gustatives sont situées sur la base de la langue et sur une partie de l'épiglotte. Mais c'est une zone où le bol alimentaire, en général, passe très rapidement. C'est dans la phase de déglutition et c'est d'importance beaucoup moindre que la partie antérieure de la langue. Leur corps cellulaire est situé dans le noyau jugulaire et elle va se terminer, les fibres gustatives vont se terminer dans le noyau du faisceau solitaire, donc qui est le grand noyau gustatif, on l'a vu, au niveau du tronc. Là encore, sans entrer dans tous les détails qui vous seront réexpliqués en sémiologie, vous voyez que ce nerf vague, il intervient dans la déglutition, il intervient d'un point de vue moteur, mais également d'un point de vue sensitif. Parmi ces branches sensitives, on a des branches sensitives au niveau du larynx. Parmi les branches motrices, on a des branches donc, qui vont commander la déglutition, mais qui vont également commander la fermeture du larynx. Hein, le nerf laryngé inférieur, ou nerf récurrent, va permettre la fermeture du larynx, notamment lors de la déglutition. Et vous comprenez d'emblée qu'une atteinte du 10, là encore, pour une raison X, ça peut être après une plaie, ça peut être après ablation d'une tumeur au niveau cervical, peut avoir des conséquences pratiquement vitales, car des gros troubles de déglutition peuvent entraîner des fausses routes importantes. Alors si vous faites une fausse route, vous allez tousser un bon coup, et puis en général, ça se termine très bien. Mais des patients qui ont des grosses atteintes comme ça vont faire des fausses routes et des pneumopathies qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Donc, tout ça a quand même une importance fondamentale. Le nerf spinal accessoire. Le nerf spinal accessoire, c'est un nerf un peu bizarre parce que c'est un nerf crânien qui a également une origine médulaire. Alors, vous me posiez la question tout à l'heure, qu'est-ce que c'était que des radicelles? Voilà des petites radicelles au niveau médulaire et au niveau bulbaire inférieur qui se rejoignent pour former ensuite un tronc nerveux. Et ça, c'est visible macroscopiquement quand on regarde bien une moelle qui a été disséquée. Ce nerf spinal accessoire, 11e nerf crânien, présente donc deux racines. Une racine médulaire qui provient des 3 premiers étages de la moelle cervicale. Ces racines remontent ensuite dans la fosse cérébrale postérieure, on les voit ici qui remontent, en passant
par le foramen magnum. Le foramen magnum, c'est le très gros orifice de la base du crâne par lequel sort le névrax, hein, partie inférieure du bulbe qui se prolonge par la moelle. Donc, racine médulaire d'origine des 3 étages de la moelle cervicale. Et deuxièmement, on a une racine bulbaire. Cette racine bulbaire, on la voit à ce niveau, qui provient du noyau ambigu et qui émerge du tronc cérébral par le sillon collatéral postérieur, toujours le même par lequel est issu le 9, le 10 et le 11. Morphologiquement, ces 2 racines vont s'accoler pour former un tronc très court, le tronc du nerf spinal. On voit ici, sur le dessin, ces 2 racines, bulbaires et médulaires, qui se rejoignent pour former le tronc commun du 11, nerf spinal. Et là où le système est un peu vicieux, c'est que pratiquement, dès qu'elles se sont accolées, donc ce tronc va se rediviser en passant dans le foramen jugulaire. Les racines, les fibres de la racine bulbaire vont sortir du tronc du 11 et vont rejoindre le 10e nerf crânien. Ils vont fusionner avec le 10. Alors que les fibres qui proviennent de la racine médulaire du 11 vont former le nerf spinal accessoire dans l'espace rétrostylien. Ce nerf spinal accessoire va se diriger en bas et en dehors dans l'espace rétrostylien et va rejoindre les muscles rotateurs de la tête que sont le muscle sternocléidomastoïdien et le muscle trapèze. Du point de vue de la systématisation de ce nerf, donc, les motoneurones naissent soit de la corne antérieure de la moelle pour la racine médulaire, soit du noyau ambigu pour la racine bulbaire. Je reviens, avant de passer au 12, je reviens un instant sur ce 11e nerf crânien. Vous allez revoir un peu plus tard qu'il existe des connexions entre différents noyaux des nerfs crâniens. Et notamment, quand vous étudierez, donc avec le docteur Plaisant, les noyaux oculomoteurs, c'est-à-dire qui permettent l'orientation du globe oculaire, vous verrez qu'il existe également des connexions avec ce noyau du 11 du nerf spinal. Et ceci est à la base d'un réflexe tout à fait compréhensible. Quand vous avez un stimulus visuel qui vous attire d'un côté, par exemple vers ma droite, eh bien, on n'a pas une réaction uniquement de rotation des globes oculaires comme ça vers la droite, ni rotation de la tête ou rotation de la tête comme ça de manière très stéréotypée, mais une association des 2 mouvements, ce que l'on appelle le réflexe oculo-cervical.
c'est-à-dire qu'on va avoir de manière synchronisée une rotation, certaines rotations de la tête et une rotation du regard qui permettent de cibler donc le stimulus. Le nerf hypoglosse. Le nerf hypoglosse, c'est relativement facile. C'est un nerf qui est purement moteur. 12e nerf crânien. Macroscopiquement, ce nerf hypoglosse émerge du tronc cérébral par des radicelles, non plus au niveau du sillon collatéral postérieur comme précédemment, mais au niveau du sillon pré-olivaire, c'est-à-dire en avant de l'olive bulbaire. Le 12 sort du crâne par un canal qui lui est propre, le canal du nerf hypoglosse, dont l'ancienne dénomination était canal condylien antérieur. Il est situé juste en avant et en bas du foramen jugulaire. Ce nerf hypoglosse, après être passé dans son canal condylien, descend dans l'espace rétrostylien et à ce niveau, il descend dans l'angle dièdre antérieur que forment les deux gros vaisseaux, carotide interne en dedans, jugulaire interne en dehors. Ça, on l'a vu quand on a traité l'espace rétrostylien. Pardon? Jugulaire interne. J'ai dit externe? Pardon. Oui, alors bon, ça c'est une erreur. Jugulaire interne. Donc, ensuite, ce nerf hypoglosse continue à descendre, il va contourner la carotide externe par le dehors, donc il passe en dehors de cette artère carotide externe, juste en dessous de l'origine de l'artère occipitale, donc qui est une des branches collatérales de la carotide externe. Il décrit ensuite une crosse à concavité antérieure et supérieure et il va se terminer ensuite dans les muscles de la langue. Il faut savoir que la langue est composée d'un grand nombre de muscles, ce n'est pas un muscle lingual uniquement, on a, en comptant les muscles pair et impair, on a 17 muscles dans la langue qui permet d'avoir une mobilité de langue très importante. Et tout ça est sous la dépendance donc, de ce seul nerf hypoglosse. Ce nerf hypoglosse va également recevoir une anastomose qui vient de l'anse cervicale qui relie la racine C2 à C3, donc les racines des nerfs cervicaux, C2 et C3. Et cette anastomose avec cette anse cervicale va contribuer avec le 12 à l'innervation des muscles sous-hyoïdiens. Muscles sous-hyoïdiens, on les reverra le 20 novembre, si la RATP nous le permet. Les muscles sous-hyoïdiens sont des muscles situés en dessous de l'osioïde et situés à la partie antérieure du cou. Donc, voici le noyau du nerf hypoglosse. On a vu sur le premier dessin que je vous ai présenté au début du cours
que ce noyau était le noyau le plus interne au niveau du plancher du quatrième ventricule. Les fibres naissent et descendent, donc formant le tronc du 12. Il vient contourner ici la carotide externe par en dehors et ça va rejoindre la langue et les différents muscles de la langue. Et puis, on a donc une anastomose, l'anse cervicale, qui vient s'anastomoser avec l'anse C2-C3 pour donner l'innervation des muscles sous-hyoïdiens. La systématisation, eh bien, elle est simple. Donc, les motoneurones du 12 naissent du noyau de l'hypoglosse, donc de la partie médiale du plancher du quatrième ventricule. Donc, souvenez-vous quand même que pour ces noyaux moteurs des nerfs crâniens que l'on a vus, d'où arrive la commande motrice de la voie cortico-nucléaire que on vous a décrit il y a quelques jours, et que ces fibres donc se terminent ici dans les différents noyaux des nerfs crâniens. L'origine centrale de cette motricité étant située au niveau de l'aire motrice, au niveau précentral du lobe frontal. Alors, vous avez vu, quand on vous a traité la motricité volontaire, qu'il y avait une représentation du schéma corporel au niveau de cette aire, de ce gyrus, au niveau précentral, dans le lobe frontal, qui n'était pas proportionnel à la surface corporelle, mais proportionnel à la fonction. Et vous avez vu certainement que la représentation de la main était importante, mais pour ce qui me concerne là directement, la représentation au niveau du visage, la représentation des lèvres dépendant du nerf facial et la représentation de la langue dépendant donc de l'hypoglosse sont très importantes par rapport à leur surface réelle. Voilà. Ça se termine maintenant. Par contre, si vous avez des questions, là, je suis prêt à y répondre. Donc, je vous rappelle que le diaporama et également un texte que je vous ai écrit est disponible et vous pouvez le recopier. D'autre part, attendez 2 secondes. Je ne sais pas comment vont évoluer les mouvements de grève à venir, mais a priori, je vous annonce que moi, je ne fais pas grève, mais si l'amphi est dans le noir, il sera difficile de faire cours dans le couloir. Voilà. Mais pour le vin, de toute façon, a priori, moi, je viendrai pour faire cours. S'il est impossible de faire cours, de toute façon, je laisserai les documents pour que vous puissiez au moins les reprendre.